Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en grande forme aujourd'hui, moi je le suis, et on va continuer notre cours sur la communication. On a parlé de l'expérience de Milgram, on a parlé du conformisme. Maintenant aujourd'hui j'aimerais qu'on aille un peu plus loin et de voir comment on peut influencer le conformisme. Alors déjà pour commencer, j'aimerais vous donner tout simplement, vous lire même concrètement la définition du conformisme. Alors le conformisme c'est quoi? Le conformisme correspond à un changement d'opinion, de comportement ou même de perception des individus que l'on observe dans des situations de pression sociale ou d'influence sociale. Donc arrêtons-nous un petit peu sur cette définition. Oui, cette idée c'est qu'il y a un changement d'opinion ou de comportement parce que en face, il y a une pression sociale ou il y a quelque chose qui se passe qui vient nous mettre en difficulté, en pression, et donc nous, on va être challengé potentiellement pour suivre ou ne pas suivre. Et le conformisme, eh ben, évidemment, c'est de suivre. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant parce que notre subconscient est très fort et parfois il va faire des choses un peu bizarres, voire un peu stupides, on peut le dire, tout simplement par conformisme. Et il y a une expérience qui l'a prouvé. Cette expérience est aussi très célèbre, peut-être un tout petit peu moins célèbre que l'expérience de Milgram dont on a déjà parlé, mais tout de même, ça s'appelle l'expérience de H. H, A-S-C-H, au cas où vous vouliez encore une fois faire vos propres recherches, est vraiment une expérience saisissante et très parlante. Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? On a pris un groupe de personnes, entre 7 et 9 personnes, et on leur a montré tout simplement des barres verticales avec 3 barres en l'occurrence, avec différentes hauteurs. Jusqu'ici, vous allez me dire, rien de bien compliqué. D'ailleurs, je vous laisserai retrouver en bas de la vidéo, en dessous de cette vidéo, vous avez le dessin qui montre ces barres que l'on a nommées A, B, C. Donc on va dire que A fait une petite taille, B fait une grande taille et C fait une moyenne taille. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Et dans le groupe en fait de personnes, entre 7 et 9 personnes que l'on a pris, tous sauf un sont des acteurs, donc du coup sont au courant de ce qui se passe et sont dans un jeu en fait. La dernière personne, lui, est un candidat potentiellement comme vous et moi qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Et donc l'idée c'est d'observer ces 3 lignes, donc A, B, C, et on se rend vite compte que A c'est la plus petite, B c'est la plus grande, et que C elle est entre les deux, quoi. Donc du coup il n'y a pas de difficulté. Et on fait passer les gens les uns derrière les autres en leur demandant laquelle est la plus grande. Et donc du coup, tous les acteurs disent que c'est C qui est la plus grande. Alors qu'on voit très bien que c'est B, quoi. Il n'y a absolument pas de difficulté là-dessus, quoi. Mais, donc le premier dit C est la plus grande, le deuxième C est la plus grande, le troisième C est la plus grande, etc. etc. Et quand le candidat qui lui n'est pas au courant, qui est vraiment un peu le bouc émissaire, j'ai envie de dire, dans cette histoire-là, mais qui va faire vivre l'expérience de H, quand ça arrive à son tour, lui, il voit bien que C, c'est pas la plus grande. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. À ce moment-là, un certain nombre d'entre eux, et les chiffres varient un peu selon les époques, mais c'est souvent à plus de 30%, aux alentours de 33% en fait, des gens vont complètement se conformer à ce que les autres ont dit. Et donc ils vont dire que, ah bah oui, C est la ligne la plus grande, alors qu'ils savent pertinemment que c'est pas vrai. Et le plus intéressant, c'est quand on fait le débrief de l'expérience et qu'on leur dit, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez donné C plus grande alors que vous voyez bien que c'est... Et là, ils disent, ah, mais en fait, j'ai un problème de vision. Ce qui est encore une fois un mensonge éhonté, qui n'est absolument pas vrai, mais justement pour une forme de protection des autres, de la conformité, et ne pas dire, tiens, je me suis laissé berner, entre guillemets, j'ai suivi bêtement, j'étais un mouton de panurge, et je suis tombé dans le panneau. Eh ben, ils vont se dire, ah mais non, j'y voyais pas bien, et donc je pensais vraiment que c'était la plus grande. Donc c'est vraiment une expérience hyper intéressante qui a montré à quel point nous pouvions être dans certaines situations, nous pouvons être tout simplement des moutons et suivre le mouvement. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelques jours en arrière, pour être sincère avec vous, je vous fais part d'une expérience personnelle, je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui était hyper intéressante et qui reprenait en fait cette expérience de H, tournée de façon différente. Ils avaient filmé dans un ascenseur où une personne comme vous et moi encore entre dans l'ascenseur, et dans ces cas-là, pas de souci. Et je ne sais pas vous, mais en général, moi, quand je rentre dans l'ascenseur, voilà, je passe la porte et puis je me retourne vers la porte. Parce que c'est par là qu'on va sortir, donc on se met face à la porte quand on est dans l'ascenseur. C'est tout à fait normal. Et tout le monde fait la même chose.
Mais là, ils ont fait une expérience où, donc une personne comme vous et moi rentre dans l'ascenseur, donc elle se tourne face à la porte, c'est tout à fait normal, et puis 3 autres personnes suivent, et là, ces 3 autres personnes sont encore une fois des acteurs, sont des gens qui vont participer à cette expérience, et là, plutôt que de faire face à la porte, ils se tournent, et ils regardent le mur, en fait, de l'ascenseur. Et là, c'est hyper drôle parce que vous avez un tas de gens, donc la personne qui ne sait pas, donc comme vous et moi, qui va faire exactement pareil, qui va se tourner juste parce que les 3 autres personnes se sont tournées, ont regardé ailleurs. Et donc du coup, ça donne des situations assez cocasses, assez drôles, mais pour prouver encore à quel point on va aller vers ce conformisme, on va aller suivre les autres, même quand l'autre fait quelque chose de complètement stupide, de complètement idiot. Et c'est ça que prouve l'expérience de H. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant de se remettre en question et du coup de réfléchir par nous-mêmes. Tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais vraiment parce que les autres le font? Alors je suis sûr que à l'instant présent, derrière votre ordinateur, vous dites « Ah non, mais moi je suis pas comme ça ». En fait, vous verrez que dans des situations données, c'est bien plus difficile de s'éloigner d'un groupe qui prend la même direction, de s'éloigner d'une autorité ou de prendre conscience qu'on va à contre-courant et de garder ce contre-courant, c'est pas si évident que ça. La soumission, c'est donc tout ça, et donc du coup cette expérience de H le prouve. Et le conformisme, c'est cette idée-là qu'on va suivre les autres. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un reportage qui a été fait il y a quelques années en arrière, qui date un peu, mais qui est hyper intéressant sur cette idée aussi d'autorité et de conformisme. Et ce documentaire s'appelle « J'ai mal au travail ». Je vous recommande vraiment de regarder ce documentaire. Il est en 2 parties. En dessous, vous avez le lien d'ailleurs de la 2e partie, mais vous pouvez très facilement retrouver la première partie. D'ailleurs, vous le retrouverez dans un autre chapitre. Mais ce documentaire va montrer à quel point, parfois, l'autorité peut être difficile et que malgré tout, on va se soumettre à cette autorité, et notamment dans les entreprises, avec ce qu'on peut appeler un management malveillant, que nous, on va appeler le management par la peur. Le management par la peur va pousser les salariés dans leur retranchement, va être dans vraiment des choses parfois insensées, j'ai envie de dire, avec une pression, avec parfois de la méchanceté même, par rapport à des personnes, et que parce que c'est un supérieur hiérarchique, les travailleurs vont suivre cette autorité. On comprend bien de nos jours que c'est pas acceptable, on comprend bien qu'il faut dénoncer ça. Et si demain, dans votre carrière, vous avez affaire à ce type de management où on va vous mettre la pression, où on va être délétère avec vous, où on va vous faire des choses qui sont borderline, alors il faut dénoncer, il faut en parler, il faut réfléchir à plusieurs, voir comment vous pouvez sortir de ces situations-là, mais vraiment, il faut dénoncer ce management par la peur. Vous voyez, moi qui fais du management, vraiment, je fais beaucoup de formations en management, c'est quelque chose dont on parle régulièrement et sur lequel on essaye d'insister pour que ça n'existe plus, et justement d'aller vers de plus en plus de bienveillance, en plus aussi d'honnêteté intellectuelle, parce que c'est ça, et donc du coup d'une meilleure communication, d'un meilleur partage, une meilleure vie au travail. Pourquoi, à votre avis, il y a QVT qui existe aujourd'hui? QVT, ça veut dire quoi? Ça veut dire qualité de vie au travail. Et pourquoi ça vit et ça existe dans les entreprises? C'est pour s'éloigner justement de ce management par la peur. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse faire vos propres recherches sur l'expérience de H, je vous laisse regarder ce super documentaire sur « J'ai mal au travail ». Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain chapitre. À tout bientôt.